Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à nos intervenants, à nos experts, merci d'être présents. Bienvenue sur cette deuxième session des Covid, la suite, les jeudis de la France Association Santé. On vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Catherine sera notre chef d'orchestre ce soir, cet après-midi, pardon. Juste avant de présenter nos experts, une petite parenthèse technique pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'outil, c'est de se connecter plutôt sur Google Chrome, et d'être en connexion filaire pour avoir une meilleure bande passante. Si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez pas à vous reconnecter sur le lien qui vous a été envoyé il y a quelques instants pour avoir tous les éléments. Voilà. Nous sommes nombreux ce soir, cet après-midi. Je ne sais pas pourquoi je pense à ce soir, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je ferai tout pour les remonter à nos experts. Et Catherine permettra de les ventiler aux personnes les plus pertinentes. Voilà. Catherine? Alors oui, bienvenue à vous tous. Donc, je me présente, je suis Catherine Simonin, vice-présidente de la Ligue nationale contre le cancer, mais également membre du bureau de France Asso Santé. Et on m'a demandé aujourd'hui d'animer cette session du webinaire, la deuxième session de ce deuxième confinement. Donc, je vais présenter les experts. Nous avons déjà le professeur Axel Kahn, qui est président de la Ligue nationale contre le cancer. Il est médecin et généticien, éthicien également, ce qui peut servir dans notre webinaire sur le sujet que l'on va parler. Ensuite, Benoît Vallée, alors il ne nous a pas encore rejoint, mais c'est le directeur général de l'ARS des Hauts-de-France, un anesthésiste réanimateur, c'est également un professeur. Et ensuite, le professeur Rémi Salomon, il est président de la commission médicale d'établissement de la PHP. Et il va donc nous être d'un grand recours sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Jean-Pierre Thierry, comme à son habitude, conseiller médical de France Asso Santé. Et bien sûr, Frédéric, qui est aux manettes de ce webinaire. Donc tout d'abord, je voudrais présenter, c'est grâce à Gérard Raymond, président de France Asso Santé, que nous sommes réunis aujourd'hui, cet après-midi. Et donc, on va lancer le mot du président, si tu le veux bien, Frédéric. Avec grand plaisir, quelques secondes, le temps que je partage mon écran et je lance ça tout de suite. Hop. C'est là. Nous traversons une période difficile qui nous impose beaucoup de sacrifices. Et dans ces conditions exceptionnelles, comment continuer à vivre? Hop là. Merci beaucoup. Le micro, quand je le coupe, c'est où? Oui, mais il faut le couper, M. Vallée. Son parcours de soins, ses relations avec ses professionnels de santé. Ok, je vois. Recevoir ses soins au bon moment en fonction de ses besoins. Là, c'est ouvert. Nous avons vécu, lors du premier confinement, un arrêt quasiment total de cette offre de soins. Et nous avons été les premiers, avec quelques médecins libéraux, à encourager les patients à reprendre contact avec leurs soignants. Aujourd'hui, il est important de tirer les leçons de ce premier confinement. D'ailleurs, dans les nouvelles mesures, nos dirigeants ont pris soin de préciser que toutes les offres de soins devaient rester ouvertes. Cependant, compte tenu de la situation, certains services ont été obligés de se restructurer, d'utiliser aussi des outils numériques pour la consultation, pour le suivi à distance. Ce webinaire va donc nous éclairer sur la façon dont chacun s'est organisé pour permettre la continuité des soins et aborder des sujets douloureux pour nous, que sont la déprogrammation ou le report des actes chirurgicaux. Et je voudrais citer une phrase du ministre de la Santé dans un courrier qu'il a adressé aux responsables des établissements de soins. Il convient naturellement, pour la mise en œuvre de ces actions, de renforcer le dialogue avec les associations de patients. Je voudrais, pour ce webinaire, remercier les intervenants. Rémi Salomon, Benoît Vallée, qui est aussi le directeur de l'ARS du Hauts-de-France, Axel Kahn, c'est le président de la Ligue contre le cancer,
Jean-Pierre Thierry, que nous connaissons tous, qui est notre consultant, et remercier particulièrement Catherine Simonin, qui va animer et modérer ce débat. Merci. Oui, Claire. Catherine. Donc, nous avons le professeur Benoît Vallée qui doit nous quitter à 15h30. Donc, je vais commencer par quelques définitions. De quoi parlons-nous et où allons-nous? C'est-à-dire, la déprogrammation, c'est initialement prévu par l'application du plan blanc. Il faudrait que le directeur de l'ARS des Hauts-de-France nous explique quelle est, enfin l'ARS c'est dont l'agence régionale de santé, je vais essayer de ne pas trop utiliser d'acronymes, et qu'en est-il des déprogrammations, quel suivi, quel ordre de priorité, comment vous pouvez nous expliquer un petit peu la situation de crise et son organisation dans cette pandémie. Je vous remercie, je donne la parole à monsieur Benoît Vallée. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci à tous. Très heureux d'être avec vous. J'essaierai de rester avec vous le plus longtemps possible. Je vais enlever mon masque parce que je suis maintenant tout seul dans le bureau où on m'a positionné pour cette visioconférence, ce qui est à la fois plus agréable et ce qui vous permettra de me voir, même si je suis peut-être un peu loin de la caméra. La question posée est évidemment très importante, qui est celle de certaines définitions et de modalités d'application dans une région comme celle dans laquelle nous vivons, qui est donc la région des Hauts-de-France. Sur ce point-là, je voudrais indiquer plusieurs éléments dans le contexte de la réunion que nous avons. La première, c'est que le plan blanc en tant que tel ne crée pas de programmation. Le plan blanc est un outil à la main des établissements de santé. Ce n'est pas le directeur de l'ARS qui déclenche le plan blanc, ce sont les établissements qui déclenchent leur propre plan blanc, mais ils peuvent y être encouragés par le directeur de l'agence parce qu'il estime que sur l'ensemble du territoire régional, sur des parties du territoire régional, la situation de tension en matière de gestion de l'offre de soins est telle qu'il faut aider ces établissements à pouvoir prendre un certain nombre de décisions ensemble. En général, quand le directeur de l'ARS demande à ce qu'il y ait un déclenchement du plan blanc à plusieurs établissements, c'est qu'il considère qu'il y a une collaboration entre ces établissements qui permet de solutionner une situation de tension hospitalière. La réalité du plan blanc, c'est qu'il est un des éléments de la gestion de crise de l'offre de soins, donc dans des situations que l'on peut rencontrer de façon classique, par exemple la grippe hivernale, qui suffit très souvent à déclencher soit le système de vie hôpital en tension, soit le système du plan blanc, ou des situations exceptionnelles. La grippe peut l'être exceptionnelle, mais en réalité, elle revient tous les ans. Mais des situations exceptionnelles comme les attentats, que malheureusement, j'ai vécu aussi quand j'étais à la Direction générale de la santé, et où les établissements se mettent en plan blanc pour assurer, par exemple, la prise en charge de victimes multiples. Donc, ce plan blanc, qui fait partie donc d'un outil de gestion des situations sanitaires exceptionnelles, permet de transformer certains lits qui sont spécialisés dans une prise en charge et qui peuvent être adressés pour d'autres prises en charge. Typiquement, dans la crise Covid, des lits de chirurgie ont vu arriver des malades de médecine. Et donc, l'adressage des lits est changé par rapport à une situation antérieure. Permet la déprogrammation et la reprogrammation, je vais revenir. Permet d'avoir des recours massifs à certains stocks de matériel. Et par exemple, on peut utiliser ce qu'on appelle les stocks tactiques d'État, qui sont positionnés dans les établissements sièges de SAMU et qui peuvent être des équipements de protection, des ventilateurs ou d'autres types de produits qui peuvent être des médicaments. Ça permet de maintenir sur place des ressources humaines, y compris dans des horaires qui ne sont pas des horaires réguliers. Ça permet de faire revenir des personnels pour prendre en charge des patients de façon excessive. Ça peut favoriser pour l'établissement la mise en place de nouvelles lignes de garde, de nouvelles lignes d'astreinte. Très typiquement, la Covid a amené à ce que certaines unités qui ont été créées avec des patients fragiles à l'intérieur, qui n'étaient pas initialement des unités de soins critiques, à devenir des unités de soins critiques et donc à devoir voir l'ouverture de nouvelles lignes de garde pour pouvoir fonctionner.
Ça permet de gérer aussi des flux de patients, par exemple faire des doubles flux, des flux Covid, des flux de non-Covid. Ça permet aussi de sécuriser l'établissement en tant que tel. J'évoquais la question des attentats. Eh bien, dans une situation d'attentat, les établissements eux-mêmes doivent être sécurisés pour des raisons que vous imaginez sans mal. Voilà donc ce qu'est le plan blanc et l'outil qu'il représente pour un directeur d'ARS. Pour ce qui est de la région Hauts-de-France, la façon dont nous avons fonctionné a été d'une part de faire de la prévention au moment où nous avons commencé à observer beaucoup d'entrées de patients Covid, à la fois dans des unités de médecine, mais aussi dans les services de réanimation. Et pour on va dire une capacité globale de réanimation, de lit de réanimation en Hauts-de-France de façon basique, 500, comme ça c'est un chiffre rond qui est assez facile à mémorer. Quand environ 50 à 100 patients Covid sont arrivés dans ces unités de réanimation sur l'ensemble de la région, on a considéré qu'on était dans une situation où il nous fallait anticiper des difficultés à venir. Et donc, il n'a pas été à ce moment-là question de déprogrammation, mais plutôt d'une programmation de paliers de prise en charge évolutive, notamment de déprogrammation, au cours des semaines qui viendraient. Et donc, il y a eu un enclenchement d'une situation finalement de prise en compte d'une problématique épidémique et des solutions qui allaient être à trouver par l'ensemble des établissements. La deuxième chose qui a été faite, c'est que nous avons choisi de coordonner de manière médicale et administrative plusieurs territoires de santé de la grande région des Hauts-de-France. Des ensembles qui sont beaucoup plus larges que les traditionnels groupements hospitaliers de territoire, qui en regroupent en général 2 ou 3, et qui permettent aux établissements d'être animés ensemble pour trouver les solutions ensemble. Et qu'ils soient de nature juridique, publique ou privée, ou qu'ils soient de statut intermédiaire, c'est-à-dire privé à objectif collectif. Et donc, dans ces établissements, on a mis en place une coordination pour l'ensemble du territoire avec des responsables de la coordination, avec des responsables administratifs, des médecins qui étaient des anesthésistes-réanimateurs, des urgentistes, des gériatres, beaucoup de gériatres, et aussi une petite fraction de médecins généralistes permettant d'avoir une vision complète du parcours de soins dans le cadre de ces prises en charge. Ces territoires s'animaient tous les jours et nous faisaient des remontées d'informations tous les 48 heures pour nous dire les solutions qu'ils avaient trouvées par rapport à la disponibilité de lits, par rapport à des matériels nécessaires et par rapport à un certain nombre d'outils complémentaires. Cette animation territoriale, elle s'est faite pendant toute la période de l'ascension de la vague Covid et grâce à cette animation, nous avons augmenté de 300 lits de réanimation dans la région le capacitaire total. C'est-à-dire que nous sommes passés de 500 à 800 lits permettant d'héberger à un moment donné pratiquement 550 patients Covid et en gardant 250 patients non Covid, puisque quoi qu'il advienne, la maladie Covid n'a pas tout remplacé et un certain nombre d'urgences et de programmations continuent d'avoir lieu. Le mot est là, c'est que dans toute cette période, nous avons conservé une activité qui était programmée, priorisée bien sûr pour un certain nombre de chirurgies ou de prises en charge, et priorisée non pas par nous, ARS, mais par les médecins des établissements. Ce que nous avons demandé aux médecins des établissements, ce n'est pas un pourcentage de déprogrammation, ce n'est pas un niveau de déprogrammation qui nous semblait utile pour pouvoir fonctionner. C'est un nombre de lits de réanimation que nous avions évalué en fonction des projections de l'Institut Pasteur et qui nous permettait de dire au 9 novembre, nous aurons besoin exactement de 750 lits de patients Covid et non Covid pour pouvoir accompagner l'incidence observée dans la région et donc la montée en puissance de la vague des patients. Et donc, en regard de ces lits supplémentaires, les établissements considéraient qu'il y avait des ressources humaines à mettre pour pouvoir équiper, on a utilisé trop souvent le verbe armer des lits, qui est évidemment impropre puisque c'est un terme guerrier, mais qui aurait été plutôt d'installer des lits, de les rendre fonctionnels. Et donc, pour augmenter ces lits, on prend des ressources humaines qui sont dans d'autres secteurs d'activité, nommément la chirurgie, puisque beaucoup sont des anesthésistes-réanimateurs qui viennent renforcer les équipes. Et c'est donc le nombre de personnels qu'on retire des activités chirurgicales qui a induit le phénomène de déprogrammation des activités, notamment chirurgicales. Bien sûr, on a un équivalent pour les activités médicales correspondant aux lits de médecine qui sont créés de façon à pouvoir héberger les patients Covid. Donc, cette déprogrammation, elle est calibrée par chacun des établissements pour une contribution qui est collective et qui est une contribution effective en lits de réanimation pour chacun des territoires que j'ai mentionnés et pour lesquels on leur attribuait de façon homothétique le nombre de lits nécessaires pour pouvoir absorber la prévision qui était faite par l'Institut Pasteur.
nous ne nous sommes pas mêlés d'indiquer quel type de déprogrammation il fallait faire, comment il fallait les faire. Il revenait à chacun des établissements avec le collège médical qui était en charge de la typologie des patients pris en charge dans cet établissement. Il revenait à chacun, alors je ne sais pas si je suis déconnecté. Non, vous êtes bon, on vous entend. Bon. Il revenait à chacun des établissements de faire ces choix-là. Ce que je peux dire de manière collective pour l'ensemble de la région, c'est que nous avons utilisé le plan blanc une première fois à l'intention de la métropole lilloise. C'est là que nous avons, nous, ARS, demandé aux établissements de se mettre en plan blanc. Il y en avait eu 1 ou 2 spontanés au préalable dans d'autres sites de la région, mais nous avons demandé à la métropole lilloise d'utiliser le plan blanc. Pourquoi ? Parce que c'était la partie de la région qui était la plus affectée par l'incidence. C'est là qu'on a eu les taux d'incidence les plus élevés, parce que c'est la partie de la région qui est la plus dense, et donc nous avons eu évidemment une circulation virale très importante. Donc nous avons utilisé le plan blanc. Ce plan blanc a permis à ces établissements de recourir ensemble à l'usage des outils que j'ai mentionnés précédemment et à collaborer ensemble à la définition de leur capacitaire et à la possibilité d'augmenter l'accueil des patients. Et très vite dans ce contexte-là, puisque comme je vous l'ai indiqué, c'était un sujet régional, même à l'époque, nous avons demandé aux établissements de la région de récupérer un certain nombre de patients pour équilibrer sur l'ensemble de la région la présence en réanimation, de telle sorte que ça ne soit pas que la métropole de Lille qui finalement assumait ce surcroît de travail et ce surcroît d'activité pour permettre toujours aux établissements de la métropole de continuer en réalité une certaine forme de programmation des soins pour ne pas se retrouver dans ce qui avait été le cas de la première vague, c'est-à-dire des programmations très importantes et des retards de soins très importants. La deuxième chose, je termine, la deuxième chose, c'est que cette répartition des activités a permis finalement d'une manière assez homogène sur la région d'avoir un niveau de déprogrammation d'environ 50%. Nous avons rarement dépassé 50% ou 60%, et que ça, en l'occurrence, mais ceci méritera évidemment d'être évalué dans les semaines et les mois qui viendront, ça a certainement permis de prendre en charge beaucoup plus de patients dans des cursus classiques que ce n'avait été le cas dans la première vague. Notamment, un des points importants, c'est que alors qu'on avait vu dans la première vague beaucoup de déprogrammation des consultations, nous avons maintenu les consultations dans nos établissements pour permettre de maintenir cette connaissance pour les patients de l'outil de prise en charge et aussi de la possibilité de reprogrammer. Nous avons utilisé toujours la notion de déprogrammation associée à une reprogrammation pour que les patients ne se perdent pas. Vous savez qu'un des gros sujets a beaucoup été l'autodéprogrammation. Voilà, j'ai terminé. Voilà. Non, c'était très clair. Il fallait, surtout qu'on a des questions des internautes qui doivent être assez justement sur ce sujet de la déprogrammation. Catherine, une intervention ou je pose une question? Oui, j'ai vu les questions un peu arriver également. J'ai une question, moi, à Axel Kahn, parce que nous avons exploré justement le retour des personnes malades et étant représentante des usagers moi-même, je suis très attachée à ce que les usagers reçoivent l'information adaptée, mais également soient pris en charge et accompagnés dans des programmations. Donc, j'aimerais savoir, Axel Kahn, quel retour sur cette période de pandémie? Micro. Non. Oui, il faut activer le micro. Voilà, vous m'entendez là? Merci beaucoup, Madame la Vice-présidente, chère Catherine Simonin. La Ligue s'est tenue de très près au courant du ressenti des personnes et de la réalité des parcours tels qu'ils le décrivaient très tôt. La première alerte aux personnes malades du cancer concernant l'incidence de la Covid date de la part de la Ligue du 8 mars. On a sans doute été parmi les plus précoces, en tout cas en ce domaine-là. Et nous avons, durant la première vague, dans la région Île-de-France et dans toutes les régions, pu discuter avec environ 2000 personnes malades du cancer ou parents de personnes malades du cancer qui avaient des questions, on va dire, en rapport avec la Covid. Lorsque nous avons achevé cette étude, je dois dire que moi-même, j'étais relativement satisfait. Dès le 14 mars, le Haut Conseil de la Santé publique avait diffusé des préconisations de comportement
en fonction des types de cancers, des types de traitements, des types de centres de traitement. Lorsque nous répondions les uns et les autres, moi-même j'étais un des oncologues qui répondait au téléphone. Donc j'ai eu énormément de demandes de ce point de vue-là. On a suivi les recommandations du Haut Conseil de la santé publique. J'ai eu à connaître des situations dramatiques. Dans une région sous grande tension, j'ai dû intervenir personnellement pour que 2 personnes atteintes de cancer, en menace de décès rapide pour cancer hémorragique, soient inscrits au tableau opératoire, alors que les médecins sur place n'étaient pas parvenus à les faire inscrire au tableau opératoire. Mais ça, ce sont des cas individuels. Globalement, j'étais, je dois dire, plutôt, et c'était mon discours, plutôt rassuré. Et puis, sont arrivés ces éléments selon lesquels, durant cette période de 3 mois, un peu moins de 3 mois, le déficit en diagnostic des cancers attendu était entre 25 et 50%. Et une bonne trentaine de milliers de cancers n'avaient pas été diagnostiqués, alors que, évidemment, ils étaient là, compte tenu des 400 000 nouveaux cas de cancer tous les ans. On sait très bien combien il y en a en moyenne par mois. Alors, lorsque le déconfinement est arrivé, au mois de mai, nous avons respiré. Malheureusement, ce retard, en tout cas, n'a pas été rattrapé. C'est-à-dire que, en effet, les consultations ont repris, et même à partir de juin, juillet, les dépistages systématiques, en tout cas de cancer du sein, ont repris, mais le passif n'a pas été rattrapé. Et on a couru avec ce retard. Lorsque la montée de la nouvelle vague, de la vague automnale, mais qui a commencé durant l'été, s'est annoncée, nous sommes à nouveau montés au créneau et nous avons été très inquiets. Mais je dois dire que je m'attendais, on en avait discuté, à ce que, à côté de la stratégie que monsieur le directeur général de la santé, mon cher collègue, le professeur Vallée, a décrite, je m'attendais à ce que des centres dédiés, indemnes de la Covid, dédiés à la continuité des soins des personnes atteintes d'autres maladies graves, importantes, nombreuses, telles que le cancer, permettent effectivement de faire face aux cas les plus urgents. Globalement, la situation de cette deuxième vague a été moins dramatique que celle de la première, il n'y a pas de doute. Il n'empêche que nous avons des témoignages, puisque nous venons de dépouiller, nous sommes en train de dépouiller 1200 témoignages de personnes malades du cancer quant à ce qui leur est arrivé dans la continuité de leurs soins. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, environ 30% des personnes ont connu des retards de diagnostic, retards d'examen, retards de rendez-vous. Et ces retards, pour 30% d'entre eux, 30% de ces 30% étaient assez prolongés de 1 à 3 mois. Dans certains domaines, la situation a été plus tendue. Les colposcopies systématiques pour examen du col utérin ont été très impactées et ont très peu repris. De la même manière, pour des raisons que vous connaissez, qui sont la disponibilité des locaux, de produits nécessaires, les endoscopies, surtout pour recherche ou confirmation de cancer rectocolique, ont également repris un très très bas niveau. C'est la même chose pour les fibroscopies bronchiques. Donc, à l'arrivée, sur ce passif important de la discontinuité des soins de la première vague, c'est surajouté incontestablement une aggravation de cette situation qui nous a amené à essayer de faire en sorte, avec tous nos moyens, avec toute notre voix qui porte, qui est sonore, de faire en sorte qu'on prenne conscience de cela. Si on transpose dans ce que je vous dis, dont on a les témoignages, dont on a les chiffres, si on transpose les données épidémiologiques de l'Institut Curie et plus récemment de nos collègues britanniques, publiés dans le BMJ, qui voudraient que l'aggravation du pronostic des cancers s'aggrave par mois de retard, de report et de retard, de 6 à 13% lorsque
j'annonce que des milliers de personnes mourront du cancer dans les 5 ans qu'ils n'auraient pas dû mourir, c'est peu contestable. Et évidemment, ce n'est pas satisfaisant. Voilà quelle est la situation telle qu'une grande association dans le domaine du traitement du cancer a vécu cette action, cette période extrêmement difficile et comment nous essayons d'accompagner et d'aider les personnes malades. Catherine, j'ai une question. Je peux poser une question de chat importante. Catherine? Oui. D'accord. Il y a une question de Sylvain qui pose la question. Si un patient se voit déprogrammer, reporter un acte qu'il estime urgent et ou indispensable, peut-être que c'est à son médecin de juger, quel recours a-t-il et à qui doit-il s'adresser? Alors, je pense qu'on va adresser la question au professeur Rémi Salomon, qui est président de la CME, pour voir un petit peu quelles sont les déprogrammations qui ont lieu, quelles étaient les priorisations, est-ce qu'il y a des comités d'éthique également qui participaient à la décision, parce qu'il y a le tri des patients, on le sait, en réanimation qui se fait sur des critères qui se veulent éthiques, mais également quel est le suivi de ces personnes qui sont en quelque sorte, elles se sont abandonnées. Donc, comment vous pouvez nous expliquer quelle organisation avez-vous mis en place à la PHP, s'il vous plaît? Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation à ce webinaire très important. Et j'entends les mots d'Axel Kahn, évidemment. Ces informations que vous nous faites remonter, et vous êtes bien placés pour le faire, nous sont très précieuses. Les témoignages de manière générale, et ce que l'on appelle, au-delà de la cancérologie, les usagers, cette parole doit être entendue par les soignants et on doit y être extrêmement, non seulement entendu, mais très attentif dans l'organisation de nos hôpitaux, de nos services. Alors, juste 2-3 mots pour reprendre et ne pas redire tout ce qu'a dit Benoît Vallée. La PHP, c'est en soi une grosse structure qui est donc tout ce qu'a dit Benoît Vallée concernant la coordination des établissements entre eux. Donc nous, à l'intérieur de l'AP, c'est un souci permanent d'essayer d'organiser à l'échelle des 39 hôpitaux de la PHP pour avoir une répartition de la charge de soins, de l'offre de soins d'un hôpital à l'autre. Donc je passerai là-dessus. Un mot pour parler des 2 épisodes que nous avons, le deuxième nous le vivons encore. Le premier épisode a été marqué par un arrêt massif de toutes les activités, non seulement chirurgicales, mais également médicales. Et c'était un confinement. C'était à la mesure de ce qu'a été le confinement en comparaison du deuxième, beaucoup plus important. Les gens ne sortaient plus. Vous sortiez dans la rue, les rues étaient vides. Et de la même manière, les services d'urgence étaient vides, les cabinets médicaux étaient vides, et les gens ne sont pas venus. Donc il y a eu les déprogrammations qui ont été faites pour pouvoir prendre en charge les patients en réanimation. Alors nous avons vécu la deuxième quinzaine du mois de mars, ça a été une course contre la montre pour ouvrir chaque jour des dizaines de lits supplémentaires de réanimation. Et ceci a été possible que par, effectivement, les déprogrammations, comme l'a dit Benoît Vallée, pour pouvoir avoir du personnel du bloc opératoire qui montait ou étaient parfois des blocs opératoires même qui étaient eux-mêmes transformés en salles de réanimation pour pouvoir prendre en charge tous les patients qui arrivaient très nombreux, plus nombreux chaque jour. Donc ça a été une réorganisation extraordinaire de l'hôpital, des équipes. Moi, j'ai vu des services qui étaient réellement où tout le personnel de l'hôpital, de l'agent technique jusqu'aux infirmiers, aux médecins, aux étudiants qui sont venus en renfort. Donc, ça a été et l'administration qui nous aidait de manière extraordinaire. Donc, ça a été une période assez exceptionnelle. Et je dois dire que, et Benoît Vallée l'a vécu d'ailleurs un peu avec nous à la PHP à cette époque-là, ça a été une sacrée aventure. C'en est plutôt pas mal tiré. Si on regarde la capacité que nous avons eu finalement à prendre en charge tous les patients arrivant en asphyxie à l'hôpital, qu'il fallait prendre, il n'y avait pas le choix. Certains ont été transférés. Je reviens pas sur cette période. Le problème principal, et comme l'a dit aussi Axel Kahn, ça a été l'autolimitation. Les gens qui ne venaient plus parce qu'ils étaient confinés. Donc, on sortait pas de chez soi, ni pour aller faire ses courses, ni pour aller chez le médecin, ni pour aller à l'hôpital. On avait peur de se faire contaminer à l'hôpital. Et je pense que cette crainte persiste aujourd'hui.
Et puis, on avait peur de déranger. On voyait effectivement tout ce que je viens de leur raconter, on le voyait à longueur de journée sur les écrans de télévision. Et donc, évidemment, on se disait que c'était pas le moment de venir à l'hôpital. Et donc, le plus gros problème qu'on a rencontré à l'époque, et qui a fait que les gens ne se sont pas fait dépister, ont même interrompu leur suivi. Et donc, on a vu arriver dans les mois suivants, pendant l'été et à l'automne, et encore jusqu'à maintenant, ce retard, comme l'a dit Axel Kahn, qui n'est pas encore rattrapé et qui explique probablement en grande partie cette surmorbidité, cette surmortalité, même malheureusement, bien décrite dans effectivement le papier du BMJ récemment. Donc, la deuxième vague, quand on a vu arriver la deuxième vague, alors je dis en passant, la deuxième vague, on l'a vu, on la sentait venir depuis un moment. On était, ça, je ne veux pas trop commenter là-dessus, mais disons que on l'a pris à nouveau d'une manière assez violente dans le courant du mois d'octobre, et on a eu une crainte très forte de ne pas pouvoir assurer parallèlement la prise en charge des patients qui arrivaient à nouveau nombreux avec la Covid et de tous les patients qui remplissaient nos services. Et l'hôpital ne s'est pas vidé comme la première fois de tous les patients atteints des autres pathologies de cancer, mais toutes les autres pathologies cardiovasculaires, neurologiques, que ça ou quoi. Et donc, on a eu cette crainte de ne pas pouvoir prendre en charge tout le monde. Ça a été réellement une crainte importante. Et on s'est dit, vous avez soulevé, madame, les questions, les questions éthiques qui se sont posées pendant la première vague. Ça a été de savoir si un patient devait aller en réanimation ou pas, et c'est souvent des discussions qui avaient lieu chez des patients fragiles, de grand âge, avec des comorbidités importantes, mais les réanimateurs nous disaient on a fait comme on fait d'habitude. Alors, si on regarde un peu dans le détail, à certains endroits, il est probable quand même que le contexte a pu influencer un petit peu les décisions, mais globalement, on peut dire que lors de la première vague, il n'y a pas eu de tri. Globalement, on a fait comme on fait d'habitude. Si on estimait qu'un patient était trop fragile et que les chances qu'il puisse s'en sortir en réanimation étaient trop faibles, eh bien, il n'allait pas en réanimation. Je ne parlerai pas de la situation des EHPAD, on pourra en parler si vous voulez, qui était peut-être un peu différente. Pour la deuxième vague, nous avons craint effectivement de devoir faire des choix entre des patients, finalement avec la Covid, ou des patients non Covid, puisque quand on a une limitation en termes de lits et surtout de personnel, eh bien on avait craint de ne pas pouvoir faire. Ça n'est pas arrivé. Donc, fort heureusement, grâce au couvre-feu puis au confinement, même s'il a été moins sévère que la première fois, on a pu faire face. Alors, je parle de la région parisienne. Ça a été un peu plus compliqué dans les Hauts-de-France, encore un peu plus compliqué, je crois, en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais je crois qu'Auvergne-Rhône-Alpes a vécu un peu ce qu'on a vécu au mois de mars-avril, c'est-à-dire un débordement qui a pu être pris en charge avec des transferts de patients. Donc, on n'a pas eu, je crois, à aucun endroit en France à faire de choix réels entre des patients atteints de la Covid et d'autres patients. Ce qui ne veut pas dire pour autant que tout s'est bien passé dans cette deuxième vague. Il y a effectivement, et j'ai bien entendu ce qu'a dit Axel Kahn, des difficultés d'accès aux soins à certains moments, et des examens, et notamment, il a souligné tous ces examens qui dépendent du bloc opératoire à nouveau, car on a dû effectivement réduire la voilure au bloc opératoire pour à nouveau envoyer du personnel, des anesthésistes et des infirmières anesthésistes dans les services de réanimation. Donc, on a dû réduire l'activité des blocs opératoires et de ce fait, les endoscopies, les colposcopies, tous ces examens qui se font au bloc opératoire sous anesthésie ont été réduits en nombre. Nous avons, malgré tout, que ce soit pour l'activité chirurgicale ou d'endoscopie, essayé de maintenir toutes les activités pour lesquelles on savait qu'un report du soin pouvait avoir des conséquences de perte de chance, des risques de perte de chance. Donc, je pense que c'est essentiellement les interventions chirurgicales dites fonctionnelles, pour lesquelles le report n'est pas si grave que ça, qui ont été reportés, qui ont été impactés. Mais pour autant, compte tenu du fait, et je vais m'arrêter là pour pas être trop long, compte tenu du fait que les services étaient pleins au début de la vague, de la deuxième vague, avec un retard que nous n'avions pas rattrapé, c'est vrai que nous sommes actuellement quand même encore avec une activité extrêmement importante. Et juste un mot, si une troisième vague devait arriver au début de l'année 2021, il est sûr que ce serait une difficulté encore plus importante que celle que nous avons pu. Les difficultés ne s'additionnent pas. Et je pense qu'il y a un effet presque exponentiel. On risquerait d'être dans une très très grande difficulté pour absorber ce retard qui ne fait que s'accumuler sur ces pathologies non Covid, cancéreuses ou d'autres.
Alors, reste la question, si je peux me permettre, Catherine, une seconde. La question d'Alexis, qui rejoint celle de Sylvain tout à l'heure. En gros, quand est-ce qu'on décide que l'on met de côté certaines pathologies au profit du Covid? Et pardon pour l'abus de langage de tout à l'heure, effectivement, c'est la décision partagée entre le patient et le médecin pour savoir quels sont les recours que peuvent avoir le patient pour considérer qu'il est urgent d'être pris en charge médicalement. Peut-être Jean-Pierre ou quelqu'un d'autre. Jean-Pierre. Oui, donc, alors, d'abord pour rebondir sur ce qu'a dit Rémi, il faut tout faire pour éviter d'avoir une troisième vague. Et effectivement, il faut se méfier de l'effet cumulatif. Dans une remarque, moi, j'ai plus de questions, même en regardant la littérature internationale, que de bilan. D'abord, le bilan, il se fera dans le temps. Mais on peut remarquer deux choses au cas particulier de la France. Il y a une mobilisation sans doute exemplaire et efficace sur le curatif. Ça expliquerait un peu qu'on a un très fort taux de circulation du virus et indépendant des facteurs de risque, plutôt une mortalité qui est plutôt inférieure à d'autres pays au même niveau de circulation du virus. Même si il n'y a pas tout à fait la même distribution de risques cardiovasculaires dans la population, notamment on a moins d'obèses qu'en Angleterre ou qu'aux États-Unis. Néanmoins, la conséquence, on vient d'en parler, c'est sur le court terme des pertes de chance sur des non prises en charge, je dirais dans un contexte d'urgence et de semi-urgence. Et pour faire la transition, mais ça va être une question notamment à Axel Kahn, à Rémi, à Catherine et à Monsieur Vallée, c'est aujourd'hui dans le contexte, il y a un contexte médiatique très particulier dans cette épidémie parce que il y a un effet de lampadaire, c'est-à-dire on regarde chaque sujet majeur l'un après l'autre en fait. Donc aujourd'hui on parle du vaccin, avant on parlait des antiviraux, etc. On va parler des tests et tout le monde a compris que la déprogrammation était un vrai sujet. Mais je pense qu'il y a un besoin d'anticipation. Je vais juste le dire très rapidement. Ça rejoint la question qui était posée. C'est en gros, il va y avoir besoin d'un énorme effort logistique organisationnel pour gérer. Je parle pas des urgences, de ce qu'on appelle un effet de stock. C'est un très vilain mot, mais en gros, donc on a cumulé le nombre de la file active de patients qui n'ont pas été traités, pas seulement dans les urgences, mais aussi dans des maladies chroniques, avec les effets les plus importants, d'ailleurs, au début d'apparition de ces maladies chroniques, enfin, qui peuvent être des maladies aiguës. Et donc, par exemple, et donc c'est une question que je pose, c'est comment s'organiser en ayant recours, par exemple, notamment à la télémédecine. Je vais donner deux exemples. Alors, on a parlé sur le court terme des greffes, par exemple, mais il y a aussi un élément dont on ne parle pas obligatoirement beaucoup, c'est les diagnostics en ophtalmologie, par exemple de glaucome, ou de problèmes maculaires, etc., où il y avait déjà des effets de stock et des files actives assez importantes. Donc aujourd'hui, on risque de se retrouver dans une situation où pour certaines pathologies, on va avoir des problèmes vraiment très aigus avec des innovations organisationnelles à trouver, peut-être. Et plus on les anticipe, en espérant qu'il n'y ait pas de troisième vague, et mieux on s'en sortira mieux. Je voudrais juste terminer en citant Osterholm, avec qui j'ai pu échanger, qui est maintenant dans le conseil stratégique de Biden, heureusement, sur le coronavirus, parce qu'il a restaffé. C'est une guerre. Heureusement, il y aura un virus. Peut-être que ça va durer un an, enfin, ça va durer 2 ans, 2 ans et demi, etc. Mais pour être très honnête, ce qu'il a dit, c'est que le bilan, on l'établira à la fin de la pandémie. Notamment quand il tiendra compte aussi des dommages collatéraux dont j'ai parlé, qui sont cumulatifs. Et ça, c'est à partir du moment, pour terminer sur ce qu'a dit Rémi, où il faut absolument tout faire pour éviter une troisième vague, parce qu'on est plusieurs à pas être tellement rassurés sur la prévention de la troisième vague aujourd'hui. Alors, juste, je pense que Benoît Vallée voudrait intervenir sur cette question, mais effectivement, c'est un sujet important pour la prospective demain. Et je pense que, mais alors, je vous demanderai d'être bref, parce que les internautes voudraient poser plein de questions et on ne va pas avoir le temps de prendre tout le monde. Je vous remercie. Non, on ne vous entend pas. Non. Activez le micro. Monsieur Vallée, le micro. Oui. Votre micro, il doit être fermé. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Oui. Donc, merci beaucoup. Et très brièvement sur cette question d'organisation, ce qu'on a observé pendant la deuxième vague, c'est que des flux de patients avaient été réorientés, et en particulier du public vers le privé, pour des prises en charge chirurgicales notamment, et pour éviter le retard de soins, dans l'esprit que j'ai indiqué précédemment, c'est-à-dire que les établissements ont partagé entre eux les différentes responsabilités qui étaient les leurs pour organiser au mieux les lits, les ressources, etc.
Ce que j'ai proposé, c'est que cette organisation territoriale qui a été extrêmement efficace dans la montée de la prise en charge des patients Covid reste en place pour la redescente. Et donc, on fait actuellement une reprogrammation et donc un arrêt des lits de réanimation et des lits d'unité Covid de manière concertée, territoire par territoire, pour encore une fois que ce soit homogène. Et donc, ce que je propose également, c'est que les organisations qui se sont mises en place, publiques, privées et semi-publiques, semi-privées, continuent de se parler sur les parcours de soins des patients. Et je pense que le stock de patients que vous évoquez, les prises en charge qui doivent être équilibrées au niveau du territoire, peuvent être au mieux faites par ces équipes territoriales. À un moment donné, il faut aussi partager ce stock de patients. Cette expression est épouvantable, mais elle dit bien ce qu'elle veut dire. Cet retard de prise en charge soit équilibré pour l'ensemble des parties prenantes au niveau d'un territoire. Et je leur ai demandé également de rester mobilisés pour la grippe hivernale, puisqu'on va se retrouver à nouveau avec des contraintes de lit et des contraintes de partage d'organisation. Et donc, ces systèmes vont être maintenus pour la grippe hivernale également. Ce que je crois également, c'est qu'il nous faut avoir ces macro-organisations territoriales qui partagent des projets médicaux, plutôt que de se fixer sur les statuts juridiques et sur des organisations qui sont essentiellement organisations publiques, sans que réellement le dialogue avec le privé se soit bien fait antérieurement dans les organisations qui ont été proposées. Donc, ce n'est pas pour défaire les groupements hospitaliers territoires, ils ont le mérite d'exister, ils ont leurs responsabilités, mais c'est plutôt pour faire de l'organisation de plus grande échelle et avec un projet qui est essentiellement tourné vers l'usager et vers le patient. Voilà une proposition que nous avons faite dans les Hauts-de-France et que j'espère pouvoir tenir au cours des semaines et des mois prochains. Madame la vice-présidente, simplement un mot. Cher Axel Kahn, oui, je vous en prie. Merci beaucoup. Dans le domaine du traitement du cancer, il y a 3 types d'établissements qui interviennent. Il y a les hôpitaux publics, centre hospitalier régional, hôpital général, CHU. Il y a le privé et il y a les centres de lutte anticancéreux. Et quand on regarde les chances des personnes, et c'est normal, ils ont été plus préservés lorsqu'ils étaient pris en charge dans les centres anticancéreux que lorsqu'ils l'étaient dans les hôpitaux généraux, centre hospitalier régional ou CHU. Et de la même manière, les discontinuités de soins ont été moins rudes dans le privé qu'elles ne l'ont été dans le public. Et je me félicite beaucoup, je l'ai observé bien entendu, de ce que vient de rappeler M. Vallée, c'est-à-dire que cette coopération a en partie permis d'obtenir cela, c'est-à-dire dans un partage des tâches. Bien évidemment, les hôpitaux du privé ont commencé plus que lors de la première vague à intervenir dans la prise en charge des personnes atteintes de formes graves de la Covid, mais ils ont également plus eu la capacité d'assurer la continuité des soins. Ça, c'est certain, mais d'une certaine manière, et ça, c'est du point de vue d'une grande association des usagers que je me place, ça crée aussi des inégalités, une disparité importante suivant les filières des personnes malades. Professeur Salomon, vous voulez dire quelque chose? Oui, je vais faire une réponse courte aussi parce que j'ai pas finalement répondu à votre question tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait quand on a besoin et que le besoin n'est pas l'hôpital n'y répond pas. Alors déjà, il y a eu un transfert, pour aller un peu dans le sens de ce que vient de dire aussi Axel Kahn, il y a eu un transfert, on a transformé ce qu'on appelle des hospitalisations conventionnelles, c'est-à-dire quand on dort à l'hôpital en des hôpitaux de semaine ou des hôpitaux de jour, et on a pris en charge plus en ville, en hospitalisation à domicile, et la médecine de ville a pris aussi sa part. Et ça c'est le premier point, on a également fait ce que l'on ne faisait pas, c'est de la téléconsultation. On en a fait beaucoup plus, ce qui a permis, dans un certain nombre de cas, de répondre à un besoin. Et je pense qu'il y a eu une très très forte augmentation de la téléconsultation pendant la première vague et également un peu pendant la deuxième. Et je pense qu'on gardera d'ailleurs dans certaines situations la téléconsultation. Et le lien avec la ville a été avec quelque chose d'extrêmement important. Et on a à la PHP développé pour les patients atteints de la Covid, ce qu'on a appelé Covidom, c'est-à-dire un suivi à distance avec la mobilisation de plusieurs dizaines de professionnels de santé qui pouvaient faire une veille finalement
de l'état de santé des patients qui 2 fois ou 3 fois par jour avaient un contact qui permettait à ces patients d'être chez eux avec une surveillance clinique à distance tout à fait remarquable. Donc, pour terminer, je pense que ce qui est important, c'est que l'information soit très claire auprès des patients, c'est-à-dire on reporte votre soin. Nous considérons, nous médecins, que ça ne comporte pas de risque et on vous tiendra au courant. Et on rappelle, les équipes médicales rappellent les patients au bout dans un délai qui est convenu à l'avance de 15 jours ou d'un mois pour leur dire un petit peu l'état de la situation dans l'hôpital et la possibilité ou non de reprendre leur suivi. Donc je pense que ce qui est important, c'est la transparence et la qualité de l'information. C'est vrai pour l'hôpital, c'est vrai de manière générale dans cette crise sanitaire d'ailleurs. Et si les patients, que les patients n'hésitent pas, si cette information n'a pas été donnée ou si elle n'a pas été suffisamment claire, qu'ils n'hésitent pas à revenir vers leur praticien, leur médecin hospitalier. Il y a toujours un moyen, même s'ils sont très occupés, les emails, les téléphones, on arrive quand même toujours, même si peut-être dans cette période c'est un peu plus long que d'habitude, on arrive toujours à les joindre. Il ne faut surtout pas hésiter. Rémi, c'est pôle par pôle, service par service, c'est ça que c'est organisé? Ça reste. Alors l'organisation, elle s'est faite par établissement essentiellement pour ce qui est de la réorganisation, mais ensuite il faut garder le service et son praticien. C'est vraiment le lien privilégié. Merci. Et quid de l'accompagnement psychologique de ces personnes qui se sentent si délaissées? Est-ce que vous avez organisé cet accompagnement? Alors, je suis pour les patients, je ne sais pas vous répondre. Pour les soignants, on a été très attentifs parce que ça a été, moi en tant que représentant, si vous voulez, de la communauté médicale, je suis très attentif à cela. Et c'est vrai que nous avons eu un support psychologique parce que ça a été dur aussi pour les soignants et c'est encore dur aujourd'hui pour les soignants. Je peux vous dire que ils craignent de voir cette crise durer et de voir. Moi, ma crainte, c'est de voir des équipes qui s'épuisent et qui, au bout d'un moment, n'y arriveraient plus, moralement et physiquement. Pour les soignants, je pense qu'il y a dans les services, il y a des soutiens psychologiques qui existent. Est-ce qu'ils ont été suffisants pendant cette période? Probablement pas, d'autant que vous savez, et là je parle des patients atteints de la Covid, que les visites étaient très restreintes, et ce qui a été une difficulté très importante pour ces patients et ces familles de ne pas pouvoir rendre visite comme ils l'auraient souhaité. Et donc les soignants se sont organisés avec des psychologues effectivement pour les soutenir ces familles dans cette période particulièrement compliquée. Et Axel Kahn aussi peut parler de la relation avec nos associations d'usagers du système de santé et le système de soins, parce que justement dans cette période de première vague, la démocratie en santé et la voix des usagers que nous représentons a été mise de côté. Ça a été relevé par la CNS, la Conférence nationale de santé, dans ses avis, et identifié également à la Ligue nationale contre le cancer. Quel accompagnement, Axel Kahn, avons-nous mis en place pour les personnes en situation difficile par ces déprogrammations? Auditionné par le Comité consultatif national d'éthique auquel j'ai appartenu, vous le rappelez, pendant au moins 12 ans, je ne pouvais pas appartenir légalement plus à ce comité, j'ai indiqué que parmi les victimes collatérales de la Covid, il y avait la démocratie en santé. Et que cela n'était pas la moindre des victimes. Et d'ailleurs, quand on regarde d'autres crises sanitaires, dans la plupart des autres crises sanitaires, on avait connu plutôt un gain de la démocratie en santé, alors que dans cette crise sanitaire très grave que nous vivons là, il y a eu, pratiquement tout le monde en est conscient, et tous les témoignages devant le CCNE ou bien devant la Haute Autorité de Santé, devant la Conférence nationale de santé vont dans ce sens-là. Il y a eu un recul très important qui est incompréhensible parce que la manière de lutter contre la pandémie exige des modifications extrêmement importantes de la prise en charge individuelle, des relations entre les personnes, de la manière dont on fait société. On est passé évidemment de l'absence de liens sociaux à l'éloignement physique, qui est effectivement ce que l'on cherche pour éviter la contamination. Et dans ce contexte-là, que dans les grandes décisions de santé, les usagers, la population en général, n'aient pas été plus concernés, plus impliqués, c'est incompréhensible. Maintenant, pour ce qui concerne l'aspect du suivi psychologique, d'une certaine manière, j'en suis le témoin personnel, puisque durant 1 mois et demi, vous vous le rappelez, Catherine, je faisais partie du pool d'oncologues qui, au téléphone, répondions aux personnes qui étaient totalement affolées
lors de la première vague. Une partie du travail que nous faisions, c'était parfois de remplacer le médecin oncologue, le responsable de l'équipe soignante ou le médecin traitant, on n'arrivait plus à les voir. Ils étaient injoignables. Ben, ma foi, on ne les remplaçait pas naturellement, mais on était une écoute et un élément d'information. Et puis, ça a été un soutien psychologique et l'une des directives, pas des directives, mais des recommandations que, en tant que président national de la Ligue, nous avons donné, vous êtes au bureau, à la totalité des 500 antennes réseau de la Ligue sur le territoire, c'est surtout de poursuivre le soutien psychologique. Évidemment, en distance, par des liens de visio, obligatoirement, mais surtout de ne pas interrompre ce lien et ce soutien psychologique parce que nous savions qu'il serait encore plus important que toujours. Il y a des enquêtes internationales qui ont été faites en France et dans d'autres pays sur les conséquences psychologiques et psychiatriques de la crise. Elles sont extrêmement nettes. C'est-à-dire que les dépressions profondes ont été multipliées par jusqu'à 3, les angoisses par 2, et bien entendu, les personnes qui vivent déjà l'inquiétude et l'angoisse d'un cancer, qui se demandent si on va continuer de prendre en charge leur cancer, sur la psychologie desquelles s'abat la contrainte et l'angoisse de la Covid, vous imaginez la situation dans laquelle ils peuvent se trouver. Donc, ces deux aspects sont importants, la présence et la place trop peu importante des usagers dans des décisions qui, évidemment, les décisions de santé concernent toujours les usagers. Mais alors là, ça concernait toute la population et, d'autre part, la nécessité majeure d'un soutien psychologique, surtout envers ceux qui ont d'autres raisons d'être psychologiquement fragilisés. Professeur Vallée, vous vouliez intervenir. Rémi, juste après, si vous le permettez. Juste après, professeur Vallée. Juste très rapidement, évidemment, je vais pas du tout discuter ce que vient de dire Axel Kahn de manière absolument avisée. J'aurais juste apporté 2-3 éléments de nuance. La première, c'est que il y a eu beaucoup de manifestations, de soutien et d'échanges entre les personnes, les familles de patients dans les constructions, les co-constructions de prise en charge de patients Covid. Et Rémi Salomon sera certainement capable d'en témoigner de manière très forte, sans que pour autant, et je crois que là-dessus, il y a certainement des choses à dire, les rouages usuels de la démocratie en santé aient été réellement activés correctement. Et il y aura certainement un enseignement à en tirer. L'autre chose qui est également, je pense, à noter, c'est que les crises sanitaires se sont souvent ou toujours accompagnées d'une amélioration de la démocratie en santé, mais ça a été après parfois. C'est-à-dire que si on prend le sida, si on prend le sang contaminé, la démocratie en santé, elle s'est pas améliorée dans le moment même de l'épisode, et c'est plutôt des éléments de conclusion et de retour d'expérience qui ont permis des avancées gigantesques parfois de cette démocratie en santé. Et je suis certain qu'à partir de la crise Covid, on observera des choses similaires. Juste deux points d'illustration et de manière beaucoup plus modeste. Mais j'ai utilisé très clairement les usagers de la CRSA ici dans les Hauts-de-France quand je me suis adressé aux établissements pour limiter l'accueil des familles auprès des patients parce que je savais qu'en ne les consultant pas, j'allais faire des erreurs. Et donc, ils m'ont très bien orienté en améliorant beaucoup le dispositif de communication et de préparation de cette limitation pour éviter des erreurs grossières. Je veux citer par exemple le cas spécifique des enfants ou le cas spécifique des femmes enceintes, mais d'autres cas d'espèces ont été précisés dans cette façon que nous avons eu de limiter l'accueil des familles. D'autre part, rappelez-vous, l'accueil des résidents en EHPAD, ou plutôt des familles des résidents en EHPAD, a été interdit dans la première vague. Et très clairement, je pense qu'un sursaut de la démocratie en santé a fait que la deuxième vague a vécu ça d'une manière beaucoup plus homogène. Et enfin, et pour terminer, alors ce ne sont pas des patients cancéreux, mais des patients Covid ont été accompagnés par des équipes mobiles au niveau de la région des Hauts-de-France, surtout d'ailleurs sur le nord et la métropole qui ont été très concernés par la crise, pour aller beaucoup en visio, essentiellement, avoir des échanges pour aider les personnes à mieux comprendre ce qui leur arrivait, soit eux-mêmes, soit des proches, pour lesquels effectivement la pathologie les frappait durement, les amenait dans des situations d'isolement, d'inquiétude et de défiance vis-à-vis du système. Et ça a été organisé avec
des professionnels de santé, mais aussi des usagers, de telle sorte que l'accompagnement soit le plus adapté possible au sein des foyers où ces difficultés étaient rencontrées. Encore une fois, ce sont des points plus modestes en matière de représentation de ce qu'est la démocratie en santé. Je pense qu'en principal, certainement ici ou là, l'outil démocratie en santé, l'institution démocratie en santé a peut-être été prise en défaut. Mais voilà, je souhaitais apporter, quoi qu'il en soit, quelques éléments de nuance par rapport aux éléments très importants qu'a évoqué Axel Kahn. Je pense que ça dépend effectivement des territoires. Et après, c'est vrai que nous, on a des remontées de toute la France et on a une idée quand même de ce qui se passe dans les établissements de santé avec des commissions des usagers qui n'ont pas eu lieu. Elles se sont organisées quand les représentants des usagers étaient proactifs et demandaient à l'hôpital cette organisation. Alors, je vais passer la parole à Monsieur Salomon. Oui, juste pour redire, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais à quel point je pense que la démocratie en santé, c'est important. Je suis conscient que, et avant cette crise sanitaire, elle est de facto dans la loi depuis 2004, mais elle n'est pas assez opérationnelle, vivante, cette démocratie en santé. Et Monsieur Raymond le sait, puisqu'on a signé une tribune ensemble avec Édouard Couty il y a 2 ou 3 ans de ça, pour justement dire qu'il fallait que les usagers soient plus présents dans la gouvernance de l'hôpital et donc effectivement dans l'organisation des soins. Je pense qu'effectivement dans l'urgence de la première vague, probablement, je pense que dans les services, les médecins et les soignants ont fait comme ils font d'habitude le mieux qu'ils pouvaient dans les conditions qui étaient les leurs. Je pense que nous avons probablement un peu laissé, parce que nous n'avions pas en tête qu'il y avait plein de patients qui n'étaient pas à l'hôpital, qui n'est, comme on l'a dit, bien décrit, probablement c'était pas dans notre champ de vision et je pense que nous avons été probablement pas assez attentifs à ça. Et pour terminer, pour répondre, et c'était votre question aussi tout à l'heure, il y a des groupes de réflexion éthique qui se sont mis en place là récemment, au moment où cette deuxième vague arrivait, avec des usagers, car nous avons effectivement entendu qu'ils n'avaient pas été assez présents et pris conscience de cela. Donc nous essayons de rattraper ce retard, et je suis encore une fois complètement convaincu que la parole des patients, elle est nécessaire si l'on veut bien prendre en charge, que ce soit à l'hôpital ou ailleurs, mais en particulier à l'hôpital. Frédéric, une question sur le net? Oui, je voudrais donner la parole à Jean-Pierre parce qu'il a été interpellé sur l'effet lampadaire d'une part, et je crois qu'il y a d'autres choses à rajouter. Merci Jean-Pierre. Je ne sais pas sur quoi j'ai été interpellé, mais je voulais rebondir sur ce qu'a dit Monsieur Vallée. Je suis assez d'accord, enfin je suis même complètement d'accord sur la relation quelque part entre crise et opportunité. Si on se projette, on a le droit de se projeter en étant optimiste sur la fin de la circulation haute de la pandémie, il y aura un énorme problème de, excusez-moi du terme, de résorption stock et d'amélioration des filières. Et dans ce cas-là, je pense qu'il faut effectivement s'appuyer sur les usagers, sur les associations de patients, pour que les acteurs de cette nécessaire réorganisation puissent faire un peu bouger le système français plus facilement que d'habitude. Je m'explique. Il y aura sans doute des filières à organiser avec ce qu'on appelle des briques du système, des silos à défragmenter. Bon, dans ce cadre-là aussi, on peut miser sur des transferts de compétences qui sont assez faibles en France. Axel Kahn parlait du dépistage. En Ontario, ce sont les infirmières très spécialisées, par exemple, qui font les coloscopies. Ce ne sont pas des médecins. Bon, je dis ça va paraître très provoquant si je dis ça en France, mais j'ai peur qu'on n'ait pas le choix demain de raisonner un petit peu de façon beaucoup plus proactive pour améliorer notre organisation. Au passage, ça veut dire faire des gains de productivité qui seront excessivement nécessaires devant l'effet de stock. Et puis, sans désespérer, l'impact économique de cette crise, on va le sentir, y compris sur les dépenses publiques, pendant peut-être 5 ans, voire plus. Donc, on a besoin d'améliorer nos organisations. Et si les usagers ne sont pas mis dans la boucle assez tôt, on risque d'avoir, malheureusement en France, quand on les met trop tardivement dans la boucle et qu'ils en découvrent les problèmes, des crises sanitaires à répétition. Rémi, vous vouliez intervenir? Je laisse la parole à Axel Kahn. Non, très brièvement. Il n'y a pas évidemment de conflit entre moi-même, les ARS ou bien les CME. Simplement que la puissance publique, que le président de la République se soit entouré d'un conseil scientifique, il a eu tout à fait raison, et non pas d'un conseil de citoyens, alors que toutes les décisions prises concernaient la société, c'est simplement pas compréhensible.
Faut reconnaître, c'est pas compréhensible. J'étais où vous êtes aujourd'hui durant la période du sida. J'étais rédacteur en chef de Médecine Science. J'ai suivi et décrit toute cette période. La totalité de cette crise s'est vécue en interaction et sous la pression de la société, de l'association des hémophiles, d'ACT UP, etc., etc. Pour être moi-même généticien, je sais qu'une grande partie de ce qui se fait dans le domaine de la génétique s'est vécu sous la pression de l'AFM et d'autres associations. Il y a incontestablement, dans ce premier épisode de ces deux crises, un déficit qui est historique et qui est important, un recul par rapport à la loi de 2004 de l'intervention de la démocratie en santé. C'est perfectible, c'est réversible et je ne fais réellement de procès d'intention à personne. Rémi, vous vouliez... Non, c'est juste pour prolonger le propos d'Axel Kahn. Je pense que de manière générale, dans cette crise sanitaire, effectivement, mais d'autres l'ont dit avant moi, et pas que Axel, les citoyens doivent être plus impliqués. Et si on veut, et c'est important, et là je sors un peu du cadre, pardon, de notre discussion, mais si on veut que les gestes barrières et que ce contact tracing qui nécessite l'isolement, qui est compliqué, si on veut qu'il soit, que les citoyens adhèrent et ne subissent pas, mais aient le sentiment d'être acteurs, d'agir sur cette crise. Ils doivent être plus impliqués, mieux informés et plus impliqués. C'est absolument nécessaire. C'est vrai à l'hôpital, mais c'est vrai aussi de manière générale dans cette crise sanitaire. Et pour demain, Jean-Pierre, comment tu envisages les choses? Parce que la prévention, la santé publique, ça passe par l'adhésion des citoyens. Et là, comment on pourrait faire adhérer les citoyens davantage aux mesures à mettre en œuvre? Je peux qu'être d'accord évidemment avec Axel Kahn et Rémi Salomon. Alors après, on a un pays assez merveilleux parce qu'on marie une liberté individuelle en fin de compte très grande et une adhésion à une organisation très centralisée et très réglementée. Donc je dis ça parce que d'abord l'adhésion des citoyens, on en a besoin dans la période d'urgence qu'on connaît pour qu'ils adoptent l'ensemble des comportements et qu'ils comprennent les mesures qui soient prises. Et donc à ce niveau-là, la France n'est pas bien placée. Le niveau de défiance est important et le sentiment que l'exécutif suit pas assez la science a également été documenté si on compare avec des pays qui sont moins touchés et qui n'ont pas à gérer des vagues aussi grandes. Demain, dans l'organisation de la résorption des files d'attente importantes, etc., ça va être la même chose. Il faut une plus grande transparence et il faut une plus grande adhésion des citoyens. Axel Kahn parlait du conseil scientifique. Je pense sur les 9 avis du conseil scientifique, dans 4 ou 5, il y a eu créons d'une concertation citoyenne importante. Ça n'a jamais été suivi, ce qui est tout à fait étonnant. C'est un peu suivi dans les métropoles, je crois, aujourd'hui. Mais donc, alors qu'on demande aux gens de changer leur comportement, on ne règle pas la France, on gère pas la France par décret. Et au cas particulier de la résorption des stocks, l'intendance ne suivra pas des visions simplement réglementaires. Ça demandera une très grande mobilisation de gérer les dommages collatéraux de cette crise. Pardonnez-moi, j'ai une question assez. On arrive doucement au terme de ce webinaire, mais il y a une question importante sur l'approvisionnement des médicaments. Suivi des programmations, c'est une chose, mais il y a aussi le suivi des médicaments. Y a-t-il des zones, des médicaments qui sont en rupture ou des approvisionnements qui sont en rupture? Professeur Salomon? Micro. Pardon. C'est un sujet, comme vous le savez peut-être, que j'ai suivi d'assez près. Lors de la première vague, on a été effectivement pas loin de la rupture pour des médicaments sédatifs et curares qu'on utilise en réanimation pour maintenir les patients comme artificiels et pouvoir les ventiler correctement. Donc, on a été pas loin de la rupture. Là aussi, je me suis exprimé avec d'autres pays européens pour aller vers une indépendance sanitaire. Ça se fait pas sur un claquement de doigts. C'est avoir des stocks suffisants. Et vous savez qu'au Sénat, il y a eu une loi qui est passée, qui demande aux industriels, aux hôpitaux et aux autorités sanitaires d'avoir 4 mois de stock. Actuellement, on est plutôt dans les hôpitaux à 1 mois. De passer à 4 mois. Ça va être discuté au Parlement. J'espère que ça va passer parce que c'est un moyen déjà d'éviter ou de diminuer le risque de se retrouver comme on était au mois de mars-avril. Alors la situation était certes exceptionnelle avec une augmentation extrêmement rapide et importante de la consommation de certains médicaments, mais c'est les stocks et c'est la relocalisation de la production des médicaments. Alors pour répondre à c'est une question générale. Vous connaissez bien ce problème des pénuries de médicaments qui dure il s'aggrave d'année en année depuis quelques années. Mais qui est importante. Il faut, si on la traite pas aujourd'hui, lors de cette crise sanitaire, je ne sais pas quand. Pour aujourd'hui, nous avons, en tout cas pour ce qui concerne la PHP, des stocks qui sont suffisants.
y compris en période au cours de cette deuxième vague. On n'a pas eu ce que nous avons vécu lors de la première, mais si c'est France entière, je suis pas sûr que les stocks soient si importants que ça. Donc, on pourrait se retrouver assez facilement dans une période de difficulté. Et je crains personnellement que pour les tests rapides antigéniques, dont on parle beaucoup aujourd'hui et qui vont être très utilisés probablement, parce que ça va être un outil important, non seulement en France, mais sur la terre entière, je suis un peu craintif. Je crains un peu que le scénario des masques arrive et que la production, en tout cas, il n'y a pas de production française capable de produire des millions par semaine. Et il y a quelques boîtes aux États-Unis qui en font beaucoup, mais je ne sais pas s'ils pourront en fournir à tous. C'est effectivement, pardonnez-moi, une question qui a été posée sur le chat rapidement. C'était sur la fiabilité des tests, sur l'évolution des tests. Est-ce que quelqu'un peut répondre, Jean-Pierre? Ouais. Non, Rémi. Non, les tests, on a utilisé les tests PCR jusque-là essentiellement, qui sont des bons tests, fiables, très sensibles. Les tests, mais qui ont l'inconvénient, surtout si on en fait beaucoup au même moment, comme ça a été le cas cet été, d'avoir des délais de réponse trop lents pour pouvoir faire notamment le contact tracing. Donc les tests antigéniques le résultat est immédiat, donc c'est un avantage certain. On perd un peu en sensibilité, c'est probablement pas si grave car on arrive à détecter les patients les plus contagieux, ceux qui ont une forte charge virale. Mais pour un diagnostic, il faut garder la PCR. Et une uniformisation des tests européens, parce qu'on a vu que les normes n'étaient pas les mêmes en Allemagne, en Belgique, en France, etc. Les tests antigéniques, il y en a beaucoup, il y a des dizaines de boîtes qui en font, donc ils sont pas tous bons. Donc il faut une validation. Je suis pas sûr qu'elle se fasse pour le moment à l'échelle européenne. Elles sont validées, notamment par l'Institut Pasteur et d'autres laboratoires. Donc il y en a quelques-uns qui sont beaux. Il faut effectivement pas acheter n'importe quoi, pas utiliser n'importe quoi. Une observation technique, excusez-moi, sur les tests, c'est extrêmement important. C'est qu'une limitation importante du test PCR, comme il était pratiqué, on peut faire une PCR quantitative, c'est-à-dire dont le résultat est proportionnel à la quantité d'ARN viral, mais ça n'était pas ce qui était fait en règle générale. Ce qui était fait, c'était en oui ou en non. Il y a un brin ou bien il y en a 1000. C'était exactement pareil. Alors que, quoique moins sensibles, les tests antigéniques sont quantitatifs. C'est-à-dire, ça a un intérêt considérable d'un point de vue épidémiologique. Peut-être un mot de conclusion, Catherine, pour essayer d'orienter nos abonnés, nos internautes, vers des solutions un petit peu pratiques. À qui doivent-ils s'adresser pour des soins de report et peut-être quelles sont les recommandations principales auprès des associations? Oui, bien sûr, les associations sont là pour informer, orienter et rassurer également. Il y a aussi, Axel Kahn l'a dit, l'accompagnement psychologique qui est un accès gratuit à la Ligue. Il y a d'autres associations, bien sûr, qui le proposent. Il me semble que c'est important de garder du lien et d'accompagner ces personnes. Maintenant, c'est aux établissements de santé également d'accompagner les personnes avec des dates. Et c'est très difficile en ce moment parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Mais au moins accompagner régulièrement, renvoyer les personnes vers leur médecin généraliste, faire des téléconsultations, parce qu'aujourd'hui, c'est un parcours du combattant. Par exemple, il y a des standards qui répondent à des usagers, tapez 1, tapez 2, tapez 3, et jamais il y a personne au bout. Et à la fin, on dit envoyez un mail. Vous envoyez un mail, vous recevez, on a bien reçu votre mail, mais rien ne bouge derrière. Donc c'est ça aussi, c'est cette organisation, parce qu'on passe d'une médecine en présentiel à une médecine en distanciel, c'est un passage très rapide à des nouvelles technologies dont les usagers ne sont pas forcément habitués. Donc, il y a aussi le volet d'accompagnement et les associations peuvent les aider dans cet accompagnement. Et en même temps, les médecins aussi ne sont pas habitués. On l'a bien vu sur le DMP. On a bien vu comment ça coinçait sur les espaces numériques. On a bien vu tout ce anti-Covid qui reste vraiment très en dessous de ce que ça devrait être. Et pourtant, elle est sécurisée, l'application. Mais c'est aussi un outil pour demain, pour ne pas replonger dans la troisième vague. Donc, je participe aux travaux du comité contrôle liaison Covid-19, qui est quand même un petit comité citoyen où on se retrouve hebdomadairement pour faire des avis. Et uniquement sur les systèmes d'information, il me semble que c'est très important d'impliquer les associations et les représentants des usagers. Elles sont là vraiment pour aider les usagers dans cette impasse parfois à ne pas pouvoir accéder au système de santé, à ne pas pouvoir se faire soigner, même sur des nouvelles
nouveau diagnostic, par exemple un grain de beauté qui s'agrandit, eh ben on va différer et après ce sera un mélanome. Donc c'est important de passer le message. Et après j'aimerais vous dire également que si on reste dans l'état actuel des choses, on va avoir une troisième vague. Il faut vraiment impliquer les citoyens sur des mesures de prévention, sur les gestes barrières, c'est très important, mais également sur limiter les contacts. Parce que là, aujourd'hui, on parle à nouveau de déconfinement et je pense que c'est pas un déconfinement. Le terme n'est pas approprié. Donc, effectivement, c'est impliquer les usagers pour avoir le bon message et pour avoir comment on fait pour demain dans le triptyque tester, alerter, protéger, le terme protéger dans l'isolement aussi qui n'est pas fait aujourd'hui et aussi dans les systèmes d'information d'objectiver l'isolement, de voir qui doit s'isoler, les besoins sociaux, les besoins financiers, les besoins opérationnels de tous les jours. Quand ils ont des enfants, comment ils font avec leurs enfants? Pour manger, comment ils font s'ils vont pas faire leurs courses? C'est tout bête, tout simple. Mais c'est tellement important. Donc, c'est dommage que le directeur d'ARS ne soit plus là, mais je pense que Jean-Pierre pourra compléter mon propos. C'est très important parce que là, on va dans la troisième vague et là, derrière, je pense que ça va être mortifère pour les pathologies, enfin, les personnes qui ont des pathologies chroniques et qui sont différées. Merci Catherine. Dans le Monde, il y a un article sur Paris qui cite Covidom. Donc, Covidom est une des références dans ce qu'on pourrait faire pour mieux accompagner. Je suis pas sûr que ça ait été suffisamment développé d'ailleurs. Je sais pas, Rémi pourra commenter. Juste en micro, attendez juste, je répondais à mon directeur général bien-aimé. Voilà. Le Covidom, et c'est le dispositif que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire quand les patients atteints de la Covid rentrent chez eux, sortent de l'hôpital et rentrent chez eux, ils ont une surveillance, même s'ils sont encore un peu malades du poumon, donc on peut avoir vraiment une vigilance, et même avant, même pas forcément hospitalisés, ils sont signalés positifs, ils sont atteints de la Covid, et donc on va avoir une vigilance et pouvoir détecter très tôt les signes d'alarme qui nécessiteront une hospitalisation. Donc c'est vraiment un gros dispositif. Il y a, je sais plus combien, on n'est pas loin de 100 000 patients, je pense, qui sont 100 000 personnes suivies. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc vous avez dit ce que j'ai redit. La troisième vague, on la craint. Il faut vraiment l'implication des citoyens. C'est absolument essentiel. L'isolement. Jean-Pierre. Covisan, excuse-moi. J'ai dit Covidom. C'est Covisan. Oui. Alors Covidom, c'était ce que je viens de décrire. Covisan, c'est le tracé isolé. Et faire des tests, c'est bien, mais si on n'a pas un dispositif pour que les gens soient isolés en sécurité, quand on dit protéger, le gouvernement a remplacé isolé par protéger. C'est se protéger soi, c'est protéger les autres. C'est donc être bien isolé, c'est-à-dire être soit chez soi, ce qui est possible si on a un appartement suffisamment grand. Mais vous savez, ce virus est très injuste parce qu'il tape. Il concerne plus les populations défavorisées. Ceux qui habitent dans un tout petit appartement et sont nombreux dans un petit appartement, c'est pas facile de s'isoler, c'est même pas possible du tout de s'isoler à cet endroit-là. Donc il faut un soutien réellement, et ça nécessite des moyens humains, des moyens financiers, indemniser ceux qui, du fait de l'isolement, perdraient des revenus. Donc il faut réellement des moyens importants que nous n'avons pas débloqués, je le dis très clairement jusque-là. Il le faut dans les semaines qui viennent. Et ça, c'est à la fois à la main de décisions du gouvernement, mais aussi ça ne sera possible que par une information beaucoup plus importante en termes de clarté, de pédagogie. On n'a pas été forcément très bon dans cette information donnée au cours de cette crise sanitaire. Et et Axel Kahn a en mémoire un certain nombre de collègues qui nous ont pas forcément rendu service en menant des débats sur des plateaux de télévision qui apportaient de la confusion, voire de la contradiction. Ça a été un problème. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit plus sur des messages très clairs, très pédagogiques. Et il faut que les gens comprennent ce qui se passe. S'ils ne comprennent pas bien ce qui se passe, les tenants et les aboutissants, ils vont subir à nouveau le prochain confinement, les prochaines mesures restrictives qui sont extrêmement dures et surtout sur le plan économique. Donc il faut réellement, moi je crois beaucoup que sur le terrain, je pense que les citoyens peuvent, dans les quartiers, dans les immeubles, peuvent faire jouer la solidarité. Je suis sûr qu'ils le peuvent, mais pour ça, il faut qu'ils soient sollicités, qu'ils comprennent surtout ce qui se passe. Et je pense qu'il y a pas suffisamment d'informations claires et de pédagogie. Toute dernière question, Jean-Pierre, sur la médecine de ville, peut-être la place de la médecine de ville dans l'action qu'évoque Monsieur Salomon à l'instant. Je sais pas, moi je me souviens simplement de quand on a eu Nicolas Revel dans le webinaire sur la première vague,
ça a été dit d'ailleurs, je crois par Axel Kahn et par Rémi Salomon, ou par Axel Kahn, oui. La baisse du nombre des consultations a vraiment été impressionnante. Hein, c'était 50%. Donc, alors ça s'est mieux passé évidemment dans la sortie de la première vague et ça se passe un peu mieux aujourd'hui. Mais ça a été dit aussi, il faut vraiment se méfier du burn-out des soignants en ce moment. Il faut s'organiser pour que la qualité soit au rendez-vous et qu'on n'ait pas d'impasse, hein, que ce soit pour l'ensemble de la population ou pour certaines pathologies qui seraient particulièrement défavorisées avec l'effet de stock dont on a parlé. Et puis, dans les exemples, on parlait d'opportunités, que ce soit Covisan, dont Rémi a parlé, et Covidom sur l'accompagnement. En fin de compte, on est face à la problématique des prises en charge dans des filières coordonnées, c'est-à-dire dans ce que j'appelais la défragmentation des prises en charge. Donc, je pense qu'on ne peut pas bien s'en sortir de cette crise avec l'effet de stock et les pressions qu'il y aura demain sur le système de santé si on ne va pas vers une meilleure coordination hôpital-ville avec vraiment de l'innovation et des organisations et avec la brique de systèmes d'information cohérentes organisés dont a parlé Catherine. J'ai très peur, hein, juste pour terminer, j'ai très peur de l'avenir de l'hôpital. Les soignants sont épuisés. Un certain nombre sont déjà partis, d'autres disent qu'ils partiront. Il faut se méfier. On a fragilisé l'hôpital ces dernières années. Il subit une épreuve terrible en ce moment. Là, je parle pour les soignants. Et je crains que si ceux qui partent aujourd'hui ne reviendront pas de sitôt, et donc on a ce vrai problème d'attractivité, que ce soit surtout pour les professions paramédicales, mais aussi pour certaines professions médicales. Attention, danger. Attention, danger pour les années qui viennent. Je vais laisser peut-être un mot de la fin à Axel Kahn. Et puis je vous inviterai après au Web 3 qui suivra. Donc, cher Axel, je vous donne la parole. Merci beaucoup. On a vécu une année 2020 qui est vraiment singulière. C'est sans doute une année, si nous en avions la possibilité, qu'il conviendrait de carrément rayer du calendrier. On passerait de l'année 2019 à l'année 2021 et on va considérer que l'année 2021, de toute façon, je ne sais pas ce dont elle sera faite, mais peut difficilement être pire que l'année 2020. Eh bien, même durant cette année 2020 très difficile, avec cette extraordinaire défiance, avec cette extraordinaire violence du débat, y compris dans le domaine médical, avec ces deux crises importantes, cette absence de confiance, cette détresse des personnes qui avaient l'impression qu'on ne répondait pas. Malgré tout, le pays, il a tenu, il a continué, et il l'a fait parce que il y a des personnes, chacun à leur poste, qui ont fait leur devoir, qui étaient à une position, ils avaient un travail à réaliser, et ils ont accompli leur devoir. C'était des médecins, c'était des soignants, c'était des associatifs, c'était des bénévoles, c'était la totalité de tout cela. Et quand tout va mal, la seule voie pour que le pire ne soit pas certain, c'est se dire, de toute façon, je fais mon devoir. Mon devoir, il est d'aider les autres personnes en difficulté du mieux que je le peux, en fonction de mon degré de connaissance, de ma technicité, de mon influence. Et à un moment donné, je m'abstrais de la totalité du reste. Tant qu'il y aura suffisamment de femmes et d'hommes dans une période extrêmement troublée, difficile, on va dire même invivable par moments, tellement le débat public est devenu biaisé et devenu intellectuellement inqualifiable. Tant qu'il y aura ces personnes qui sauront regarder droit devant, c'est-à-dire vers l'autre, et faire leur devoir, où qu'ils soient, alors le pire ne sera pas certain. Merci, cher Axel. Donc, merci à tous les intervenants, à Rémi Salomon, à Jean-Pierre Thierry, à Frédéric pour l'organisation, également à Benoît Vallée qui a été obligé de s'absenter. Je vous invite au troisième, au Web 3, qui traitera justement de la dépression, des troubles alimentaires, des troubles psychologiques, des troubles mentaux et des addictions pendant ce confinement. Je vous invite également à
rejoindre l'étude Vivre Covid-19, qui est une étude qui est en partenariat avec France Asso Santé sur l'évaluation des dégâts psychologiques liés au confinement et à cette pandémie. Et ensuite, je vous invite tous à télécharger tout ce Covid pour faire du traçage automatique et éviter qu'on aille sur la 3e vague. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Merci à tous. Je vous rappelle que vous aurez la possibilité d'accéder au replay via l'association France Association Santé, bien sûr. Sur le site de France Asso Santé. Voilà, merci Frédéric. Merci à tous. Merci à France Asso Santé et merci à tous les collègues, à ma vice-présidente. Merci Catherine. Au revoir.